Alors, donc, nous sommes au milieu des années 1650 et le 4 octobre 1655, Abraham Duprat, physicien, étudiant, élève de Guy Patin, écrit une lettre à M. Thomas Hobbes, résidant alors à Londres. M. Hobbes, comme vous le savez probablement, avait été en France pendant assez longtemps comme exilé à l'époque de la guerre civile anglaise, et il s'est fait créer un réseau assez important en passant par un certain nombre de personnes, mais notamment par Pierre Gassendi, mathématicien, philosophe, astronome, professeur au Collège du Roi. Et parmi ces gens, donc, il y avait des physiciens, d'autres, etc., comme précisément Abraham Duprat. Dans cette lettre, il nous dit, alors ça c'est un petit passage qui est souvent cité, on a apporté ici un livre de pré-Adamitis, qui a été incontinent défendu et qui n'a pas laissé pour cela d'y trouver plusieurs approbateurs. Donc il se réfère à ce livre, que vous voyez ici, qui ne porte pas de nom d'auteur. C'est écrit en effet par Isaac de la Pereire, et c'est un livre qui a fait scandale à son époque, car ça mettait en question le calendrier de la création du monde biblique et argumenté à partir de plusieurs données qui avaient à voir, entre autres, avec les rencontres avec les Inuits, qu'il y avait peut-être d'autres Adams, ou peut-être plusieurs Adams, qu'il n'y avait pas donc une seule origine de la race humaine. Mais il y a aussi un autre passage dans la même lettre d'Abraham Duprat qui me frappe et qui est assez amusant. Il dit donc à Hobbes: « Je vous prie de m'envoyer par voie d'amis 2 exemplaires de la philosophie de Epicuro Gassendo Carletoniana. » Carletoniana, oui. Monsieur Gassendi m'a prié de vous en écrire. Monsieur de la Boulaye, gentilhomme, qui vous rendra la présente, s'en chargera peut-être. Il les pourrait mettre avec ses ardes, ou au moins un, si les deux exemplaires, si les deux occupent trop de place. Ce monsieur de la Boulaye est un gentilhomme qui est estimé à Paris de tous les honnêtes gens. Il a voyagé jusque sur les confins de la Chine et a fort judicieusement observé tout ce qu'il y a de considérable dans tous les pays où il a passé. Je m'assure que vous ne recevrez pas moins de satisfaction de sa conversation que M. Martel, Sorbière et moi, qui l'avons trouvée charmante. Et donc, finit ce passage, il est du nombre de ceux qui se disent citoyens du monde. Alors, vous voyez donc qu'il y a apparemment ce voyageur gentilhomme qui est considéré par lui-même et peut-être même par un certain nombre d'autres comme citoyen du monde. Juste pour vous expliquer 2-3 petites choses sur cette lettre, le livre en question, en fait, c'est un livre qui est écrit par un certain Walter Charlton. Et les gens qui ont été mentionnés dans cette lettre, il a dit M. Martel, Sorbière et moi, donc il y a Thomas de Martel, qui est un disciple de Hobbes, un huguenot de Languedoc. Mais surtout, il y a Samuel Sorbière, un physicien très proche de Gassendi et de Hobbes, tout d'abord un calviniste, puis converti au catholicisme. Il est très anti-anglais, mais néanmoins très proche de Hobbes. Et il a été, pendant un certain temps, pendant l'exil de Hobbes, son secrétaire, il a été aussi son agent à Amsterdam pour traiter un certain nombre de questions de la publication des œuvres de Hobbes, etc. Alors, on voit là qu'il y a tout un réseau. D'ailleurs, il y a une autre lettre autour de la Boulaye, écrite par Sorbière au jésuite Jean Berthet, où il dit que, ça c'est quelques mois plus tard, en décembre 1655, dans lequel Sorbière dit
qu'il a vu son ami Laboulaye, c'est une lettre en latin, il dit « Qui redux ex Anglia tam miratur hobium, quam despicit Cromwellium ». Il est revenu de l'Angleterre où il a autant admiré Hobbes qu'il a eu de mépris pour Cromwell. Donc, on voit qu'il y a ce monsieur de Laboulaye qui s'insère dans un réseau qui est présent donc à Paris dans les années 1650. Qu'est-ce qu'on peut finalement dire de lui? Alors, c'est mon intention de donc revenir aujourd'hui en détail sur la carrière de M. de Laboulaye pour voir en effet comment il est devenu un citoyen du monde. Alors, voilà François Le Gousse de Laboulaye, qui a donc, ça c'est la façon dont il se présente sur le frontispice de son propre livre. Et alors là, vous voyez, il est décrit comme François Le Gousse, sire de Laboulaye, gentilhomme angevin. Donc, il a ça en commun avec un certain nombre d'autres voyageurs célèbres du XVIIe siècle, notamment François Bernier, lui aussi angevin. Et là, on est donc aussi en train de voir quelque chose, un processus qui est un peu lent, mais néanmoins intéressant. C'est-à-dire, vous voyez qu'au XVIe siècle, on avait une espèce de dominance des gens du Nord, des Bretons et de Malouins dans les réseaux, les circuits d'outre-mer, tandis que là, au XVIIe siècle, on commence à avoir un changement au niveau de l'appartenance géographique des gens qui vont commencer soit à voyager, soit à s'intéresser à l'extérieur. On a déjà vu ça avec un Aixois comme Fabri de Peiresc dans les années 1620-1630. Et là, on est dans les années plutôt 1640, 50, 60, car le Gousse de Laboulaye va mourir en 1668. Alors, il est donc qui? Et pour tracer rapidement sa carrière, alors, donc, il est né en 1623, et il faut insister un peu sur ça parce que dans les dictionnaires biographiques, parfois, il y a de la confusion, et la date de sa naissance est donnée comme 1610, qui est erronée. Il est né à Bordes, près de Bourget. Il a fait des études donc, au collège de la Flèche, probablement avec les jésuites. Donc, donc, plus ou moins à l'âge de 20 ans, il commence à voyager. Et ses premiers voyages sont en Angleterre, en contexte de pleine guerre civile. Et il est donc là, en tant que militaire, dans un groupe qui est commandité par un certain capitaine Giron, qui est là pour aider Charles Ier contre les puritains. Par la suite, en 1644, de l'Angleterre, il va débarquer en Irlande, où il va passer à peu près 6 mois, toujours en cadre de la guerre civile, mais cette fois-ci débordé sur le territoire irlandais. Il revient en France en juillet 1644, et donc entre juillet et octobre, il va faire un autre petit voyage aux Pays-Bas, à la mer Baltique. Il va être, par exemple, au Danemark, etc. Donc, il y a ce premier moment, ce premier voyage. Et par la suite, il revient donc chez lui. Il reste là en faisant un autre projet de voyage qui va démarrer donc en janvier 1647. En janvier, il part de Paris. Il va arriver en Italie, où il a manifestement des contacts, notamment avec des gens très haut placés dans l'Église. Et on va revenir sur un certain nombre de ces personnes. Et donc d'Italie, en passant par la Grèce, il va arriver à Constantinople, toujours en 1647, plus ou moins au milieu de 1647. Il part en 1647 de Constantinople par voie terrestre pour arriver en janvier 1648 à Isfahan, territoire des Safavides. Mars 1648, il part de Bandar Abbas, dans le golfe Persique, pour arriver le mois suivant au Gujarat. En passant par Diu, il va arriver donc à Surat. Et il va rester à Surat donc quelques mois. C'est donc, vous voyez que je vous avais expliqué comment au XVIIe siècle, Surat était une espèce de point de passage obligé pour tout voyageur qui venait en Inde. Et là, vous avez un exemple.
Alors donc, il est à Surat entre avril et septembre. Il devient très ami avec les Anglais à Surat, notamment le chef du comptoir anglais, un certain, par coïncidence, qui s'appelle Breton, Thomas Breton, qui est le chef du comptoir. Et finalement, il décide d'aller voir l'Inde portugaise. En septembre 1648, il part de Surat à Chaul, sur la côte occidentale de l'Inde, qui n'est pas très loin de Bombay, et par la suite de Chaul à Goa, où il est donc en octobre 1648. Alors, en fin 1648, il commence à faire son voyage de retour, mais sur le chemin de retour, il est arrêté dans un port qui s'appelle Rajapur, qui est toujours près de Bombay. Il est arrêté parce qu'il est soupçonné de faire partie d'un groupe d'Anglais qui ont, à l'époque, monté une compagnie qui s'appelle la compagnie de Courtine contre les intérêts de la compagnie anglaise. Donc, c'est une espèce de compagnie rivale. Et comme il voyage avec des Anglais, le Guzlabulai est soupçonné de faire partie de ce groupe. Il sera donc à Rajapur pendant un certain temps. Finalement, il a pu se libérer. Pour arriver à Surat, encore il passe un peu de temps à Surat. En mars 1649, donc, il part de Surat à Basra. Et puis, de Basra, il est de retour, finalement, en passant par l'Empire ottoman, et notamment l'Égypte, cette fois-ci, qu'il n'a pas fait dans le voyage d'aller. Il revient donc à Livourne, il passe par Rome, où il va voir ses amis toujours dans l'Église, et finalement, il va rentrer en France en 1652. Alors, en 1653, il publie un texte qui sont ses voyages, et c'est à partir de ça qu'il devient donc un homme relativement célèbre. Et c'est à partir de ça, donc manifestement, il est rentré dans ces réseaux de gens bien de Paris qui parlaient de tout et n'importe quoi, et qui étaient manifestement curieux d'entendre les choses sur ses voyages. Il est très bien reçu à la cour, et on verra en fait que la publication de son texte a à voir avec l'intervention directe de Louis XIV. Et alors, il va par la suite donc avoir une série de petits postes dans les eaux et forêts d'Anjou, des choses comme ça. Il se marie en 1662 et en 1664 dans le contexte de la formation de la Compagnie des Indes. Donc, il est envoyé par Colbert en Inde et en Iran pour traiter la question de la formation de la compagnie, avec un certain nombre d'autres personnes. Il part toujours par la même voie, la voie de la Méditerranée, et il arrive en juillet 1665 à Isfahan. Par la suite, l'année suivante, il est à Surat, d'où il écrit une lettre fort longue et détaillée à Colbert, en expliquant sa vision des choses et comment en fait il faut faire pour consolider la position de cette compagnie. Et finalement, il va trouver la mort. On n'est pas exactement sûr. Et d'ailleurs, là aussi, il y a beaucoup de mystères, parce que si vous regardez le dictionnaire biographique, on vous dit qu'il a été tué à Isfahan, qui est manifestement faux. En fait, il est mort apparemment dans des circonstances un peu mystérieuses. En fin 1667 ou début 1668, près de Patna, dans le Bihar. Et il y a des lettres d'autres personnes qui disent qu'à l'époque, il avait songé, il était un peu fatigué avec cette histoire de la compagnie, et en fait, il songeait à un voyage en Chine. Et donc, il avait l'intention de passer par le nord du Bengale pour arriver à travers l'Himalaya en Chine, en passant par le Tibet. Mais de toute façon, il n'est pas allé jusque-là, et d'ailleurs, il a apparemment été tué quand il essayait de traverser le Gange, et il y a beaucoup de bruit autour de sa mort. Il y a des gens, par exemple, qui nous disent qu'il a été tué parce qu'il avait des caisses, et des bandits ont pensé que dans les caisses, il y avait beaucoup d'argent. Mais quand il a été tué, en ouvrant les caisses, ils n'ont trouvé que des livres et des bouteilles de vin. Mais en tout cas, il finit sa vie, donc, justement, en Inde en 1668. Alors, il est sûr qu'il a attiré l'attention d'un certain nombre de chercheurs dans l'époque récente, mais pas tant que ça. Ici, vous aviez une édition abrégée, même très abrégée, de son récit de voyage par Jacques de Motion de Favière, et ici, dans cet ouvrage en 2 volumes qui traite de tous les voyageurs occidentaux
dans l'Empire ottoman, fait par quelqu'un d'ailleurs qui travaille ici au Collège de France, Madame Borromeo. Vous aviez ici donc le Guzla Bulay pris comme exemple, mais plutôt dans le cadre de ses voyages dans l'Empire ottoman. Ce n'est pas l'ensemble de ces voyages qui sont traités, ni même l'ensemble des matériaux autour de lui. Alors, donc, d'un point de vue, on peut prendre le Guzla Bulay comme quelqu'un qui a fait ces espèces de voyages qui vont devenir classiques, c'est-à-dire en passant par les 3 grands empires islamiques. Et on va voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, et d'ailleurs qui ont finalement réussi dans le courant du XVIIe siècle à créer quelque chose qui est très important, c'est-à-dire en faisant une espèce de voyage et une réflexion comparative sur ces 3 empires, ils ont réussi à définir ce qui serait en gros l'idée du despotisme oriental, qui va devenir par la suite plus ou moins une idée solide chez Montesquieu et qui va avoir une vie très longue, car on sait qu'au XIXe siècle, c'est repris par Marx et par la suite, c'est repris par les marxistes. Ça devient quelque chose qu'on appelle la mode de production asiatique. Et finalement, on sait que après la Deuxième Guerre mondiale, ça a toujours une vie, car les anti-marxistes, notamment un certain M. Karl Wittfogel, avait écrit un livre qui s'appelle Oriental Despotism, justement, despotisme oriental, dans lequel il a essayé de démontrer que l'Union soviétique n'était rien d'autre que le successeur de ces despotismes du XVIe, XVIIe siècle, qui avaient les mêmes traits, et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'à cette époque-là, les voyageurs font partie de ce processus de la création de cette idée de despotisme musulman, avec un certain nombre de traits, par exemple, un pouvoir sans fin de la part des rois, sans limite, aussi l'aspect des sujets qui n'avaient aucun droit, qui n'avaient aucune capacité de résister au roi. Il n'y avait pas de loi sauf la volonté du souverain. Il n'y avait pas d'idée de propriété privée, par exemple. Donc, il y a toute une série de ces idées qu'on trouve dans ces voyageurs. Et une des questions sur lesquelles je m'intéresse, c'est la mesure dans laquelle quelqu'un comme le Guzla Bulay, en fait, participe à ça. Est-ce qu'il y a donc, en gros, un discours occidental sur ces régions-là? En fait, est-ce qu'il y a plusieurs discours avec des tensions internes et avec des différences. Mais ce qu'il faut toujours retenir, c'est le fait qu'il y a aussi un autre problème, c'est qu'il ne s'est pas contenté à voyager dans les pays islamiques. Rappelez-vous qu'il a commencé en fait sa vie de voyageur en faisant cette autre série de voyages à Kilkenny, à Cork, en Angleterre, à Copenhague, et même il est allé même à Riga et Königsberg, dans ce premier moment. Et d'ailleurs, c'est aussi une question de voir comment il fait pour aborder, disons, l'Occident par rapport à l'Orient, car c'est un des voyageurs qui a voyagé quand même dans les 2 sens. Alors, donc, si on revient sur son texte, il faut se rappeler que, et là, je reviens vers ce qu'on avait discuté la semaine dernière, qu'il y avait à l'époque des projets français pour l'océan Indien, qu'il y avait plusieurs projets même, et là, je vous rappelle qu'il y avait par exemple le dessin d'Augustin de Beaulieu dans les années 1630 pour créer donc un réseau français à partir de Madagascar, et ça c'est donc une façon de voir les choses à partir du Cap, tandis que ce que fait le Guzla Bulay, c'est autre chose, c'est-à-dire il part en utilisant la voie terrestre, qui est donc la voie traditionnelle, et il est donc effectivement dans une autre manière de voir les choses, mais finalement, on verra aussi qu'il y a la possibilité de faire une synthèse entre ces 2 façons de voir les choses. Alors, revenons donc tout d'abord à son texte. Voilà donc le texte. Les voyages et observations de Sire de la Bulay-le-Gouz, gentilhomme angevin. Alors, il y a un sous-titre qui est assez ronflant, où sont décrites les religions, gouvernements, situations des États et royaumes d'Italie, Grèce, Anatolie, Syrie,
Perse, Palestine, Karaménie, Chaldée, Assyrie, Grand Mogol, Bijapur, Inde orientale des Portugais, Arabie, Égypte, Hollande, Grande-Bretagne, Irlande, Danemark, Pologne, îles et autres lieux d'Europe, Asie et Afrique, etc. Donc, vous aviez ça. Vous aviez quelque chose qui n'est pas sans intérêt, c'est-à-dire la dédication au cardinal Capponi. Ce sont ses deux frères, Luigi Capponi et Federico Capponi, qui sont ses contacts dans le Vatican. Et on verra que ça a quelques conséquences aussi pour la circulation du texte. Alors, donc, ce texte ici, vous voyez la deuxième édition d'ailleurs, ça c'est l'édition de 1657, mais il y a une première édition déjà en 1653. Il y a quelques différences entre les deux, des différences mineures, mais par exemple, dans la deuxième édition, il fait quelque chose, c'est-à-dire il nous fait une espèce de liste de ses connaissances dans tous les pays. C'est une espèce de directoire presque pour être utilisé, un annuaire pour être utilisé par les voyageurs qui vont suivre ces pas. Donc, pays par pays, il nous fait cette liste. Mais déjà, vous aviez ça. Ça, c'est l'autre frontispice où il nous dit que ça, c'est le portrait de Sieur de la Boulaye-le-Gouze en habit léventin. Et il nous dit qu'il est connu en Asie et Afrique sous le nom d'Ibrahim Beg, et en Europe sous le nom de voyageur catholique. Là, j'ai mis ça parce que souvent, à son retour de ses voyages, quand il écrit des lettres, il signe cette espèce de coquetterie en caractère arabe. Donc, il signe souvent ses lettres avec ça, la Boulaye. Même dans les lettres qu'il écrit à Colbert, par exemple, c'est signé comme ça, la Boulaye. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire donc sur la construction de ces livres? Voyons un peu comment il présente les choses au départ. Alors, il nous dit ordre et division de présent volume. Cette relation est divisée en trois parties. Dans la première, il est traité des religions, coutumes, mœurs et forces d'Italie, Grèce, Anatolie, Géorgie, Médie, Arménie, Perse et Empire du Grand Mogol. Dans la seconde, l'on traite de celle des païens des Indes orientales. Alors là, c'est important, appelés hindous. Et à mon avis, c'est le premier voyageur occidental qui a utilisé ce mot hindou. Parce que normalement, on appelle ces gens-là des gentils. Chez les Portugais, on les appelle gentios. Chez les Néerlandais, on les appelle des heidenen. Mais ce mot hindou, en fait, c'est la première fois que quelqu'un l'utilise systématiquement pour décrire ce qu'on appelle les hindous. Et d'ailleurs, on comprend vite qu'il a appris ça du persan. Donc, il est en train d'employer l'usage persan. Et pour décrire ces gens comme hindous, divisés en 124 tribus. Puis, donc, il y a des adorateurs du feu, ça c'est les Zoroastriens, de la politique et conquête des Portugais aux Indes orientales, de la puissance du roi de Bijapur, du négoce des Anglais, Danois et Hollandais sur la mer des Indes, du climat de la zone torride, du rituel des Sabis ou chrétiens de Saint-Jean-Baptiste, des Arabes du désert, etc. Dans la troisième est décrite la nation du Turcoman, la religion des Juifs, des Maronites et des Grecs, la diversité des merveilles d'Égypte, le gouvernement et croyances des Anglais, Irlandais, Hollandais, Danois et Polonais, avec leur politique pour se gouverner et maintenir en paix. Là, vous avez déjà compris quelque chose, c'est-à-dire que l'ordre du livre ne suit pas l'ordre des voyages. En fait, les premiers voyages viennent enfin. Et on verra en fait comment il a construit ça pour arriver à boucler le boucle un peu de cette manière un peu compliquée. Alors donc vous avez compris, ça fait un livre de un peu moins que 600 pages, donc c'est un récit de voyage assez considérable. Tant qu'on sache, et à la différence d'autres voyageurs qu'on a traités, comme Pirard de Laval ou comme Vincent Leblanc, il n'a pas utilisé il n'y avait pas de quelqu'un d'autre comme Bergeron pour l'aider à écrire. C'est lui-même qui l'aurait écrit. Et il y a une façon de vérifier ça, comme on verra par la suite. Et ça a aussi à voir avec quelque chose qui est très important, parce que partout où il parle de lui, remarquons qu'il insiste toujours sur cette étiquette de gentilhomme. Partout, il s'appelle gentilhomme, et on verra par la suite, d'ailleurs, que ça a quelques conséquences aussi pour ses rapports avec d'autres. Alors, donc, vous avez ici
le schéma de ses voyages. Les voyages qu'il a fait donc, dans un premier temps, ici et ici et ici. Donc, deuxième voyage où il va donc revenir, il va donc passer par Constantinople, etc. Il va passer jusqu'en Inde occidentale, mais remarquez qu'il n'est jamais vraiment rentré à l'intérieur de l'Inde. Il est resté sur les régions côtières. Il fait le voyage de retour, cette fois-ci en passant par l'Égypte, l'Italie, Genève, où il va donc en fait avoir une conversation très intéressante avec quelqu'un qui a été un de ses camarades en Angleterre dans les années 1643-44. Et donc il y a bien sûr ce deuxième voyage où il a fait à peu près le même parcours pour arriver en Inde dans les années 1660 pour finalement mourir à Patna. Et alors là, il est vraiment rentré dans l'intérieur de l'Inde plutôt que rester dans les régions côtières. Alors, je vais donc vous poser cette question encore. Qu'est-ce que ça veut dire quand il se décrit comme citoyen du monde? Il faut dire que pendant tous ces voyages et les descriptions qu'il fait, même s'il s'appelle donc parfois le voyageur catholique, il est très insistant sur le fait qu'il est quelqu'un qui est assez flexible, qui peut changer d'identité, qui peut dialoguer avec les uns et les autres. Il y a ce moment, par exemple, quand il est au Caire, où il nous livre une discussion très compliquée, ce qu'il a eu apparemment avec un rabbin juif qui s'appelait Aaron Ben Levi, au Caire, où il nous explique en gros qu'avec Aaron Ben Levi, il a pu s'entendre qu'il n'avait absolument pas les préjugés qu'avaient des catholiques de l'époque. Et d'ailleurs, on verra qu'il a un regard assez curieux envers le monde des catholiques, tout en s'appelant parfois le voyageur catholique. Il a un rapport donc à la fois très proche et assez distant. Et ça se croise avec d'autres types d'ethnographie qu'il pratique. Et bien sûr, il y a l'autre aspect, parce qu'il semble qu'en rentrant en Europe, il avait l'habitude de s'habiller toujours en persan. Et d'ailleurs, il nous dit qu'en arrivant à la cour de Louis XIV, Louis XIV a insisté qu'il porte les vêtements persans et que c'est devenu une espèce de mode pendant un certain temps à la cour, à l'imitation de sa façon de s'habiller. Donc il y a quelqu'un qui a apparemment cette idée qu'il peut rentrer, sinon dans la peau de l'autre, au moins dans les vêtements de l'autre. Donc, qu'il a donc cette espèce de flexibilité, il est donc quelqu'un qui a une identité très ancrée, très régionale, angevin et gentilhomme, etc. Mais il est aussi quelqu'un qui apparemment a l'impression, l'illusion en tout cas, qu'il peut devenir autre chose quand il a envie de le devenir. Donc, ça c'est un indice de quelque chose qui a à voir avec cette idée d'être ou ne pas être citoyen donc, du monde. Alors, le voyage le texte du voyage commence donc non pas avec les premiers voyages qu'il a fait, comme on a vu, en Angleterre et en Irlande. En fait, ça commence en 1647. Et en 1647, il nous dit qu'en effet, il est allé en Italie avec l'intention de passer par l'Empire ottoman. Il y a deux dédicaces. Donc, il y a un premier petit texte dans lequel il s'adresse au monseigneur l'éminentissime Capponi, cardinal et prince de la Sainte Église romaine, premier prêtre, grand bibliothécaire du Vatican et protecteur de la nation maronite. Ça, c'est aussi intéressant comme façon de décrire le cardinal Capponi, dans lequel il dit « Monseigneur, j'avais borné la relation de mes voyages en la copie que j'ai laissée à Rome. » Donc, apparemment, il avait laissé une copie à Rome, à votre éminence, me persuadant qu'elle ne verrait le jour que dans son cabinet et le mien. Ce dessin, à mon retour en France, a été changé par l'ordre du roi. Sa Majesté me manda de venir en cour avec mon équipage persan, voilà, jeta les yeux sur l'original, on lut quelques pages et me témoigna qu'il le fallait donner au public. La force de telles paroles
sur un sujet dont l'inclination est égale au devoir de la naissance, m'a fait imprimer sous la protection de votre éminence ce que je lui avais déjà dédié, écrit de ma main, pour ne me pas détacher des premiers sentiments de vivre et mourir, etc. Donc ça, c'est signé Paris. Suit un texte extrêmement curieux, qui est probablement parmi les textes les plus curieux que j'ai vus de la main d'un voyageur. C'est adressé au lecteur. Normalement, ce sont des textes de captatio benevolentiae, hein, mais ça, c'est extrêmement tordu, en fait, comme exercice, parce qu'il nous dit le peu de dessein que j'avais de mettre au jour ces mémoires te doit dispenser de l'obligation, tu m'aurais, de t'informer des mœurs, coutumes et religions de divers pays où le sort m'a porté. Si tu ne les trouves pas à ton goût, je te peux assurer que ta censure n'est pas au mien. Et soit que tu les rejettes ou que tu les approuves, le tout m'est indifférent. Je t'avertirai seulement d'y bien considérer la vérité, sinon beaucoup de choses te passeront, tu le passeras aussi. Tu les passeras aussi. J'écris donc, non pour te plaire, mais pour satisfaire au commandement du roi. Sa Majesté, à mon retour, ayant jeté les yeux sur ma relation pour y lire sans peine ce que je n'ai pas pu connaître sans beaucoup de fatigue, me dit de la faire imprimer. Si tu y rencontres quelques passages contraires à ceux qu'ont écrits de moi, sache que plusieurs ont rapporté avec affirmation sur de faux mémoires. Ceux qu'ils n'ont vu ni connu, jugeant par passion des autres peuples et prévenus de leur climat, ont cru que l'on devait vivre et mourir partout à leur mode, comme si toutes les nations ne disaient pas d'elles-mêmes ce qu'un chacun pense de la sienne, et n'admirait pas ce qu'il aurait en usage. Alors, il termine ce petit passage toujours en disant que toujours, mon objet a été la vérité de ma narration. Si tu te satisfais, possible as-tu le génie approchant du mien, et moi l'avantage d'être connu de toi. Et si au contraire mon style te rebute, tu en dois prendre à ta mauvaise humeur ou à ton peu de suffisance. Fin de texte. Alors donc, c'est une introduction plutôt charmante. Et pour dire donc en quelque sorte que comme il a l'approbation du roi, il n'a pas forcément besoin du lecteur. Mais néanmoins, avec cette espèce, c'est un texte qui est manifestement écrit avec une certaine arrogance. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc par la suite, il essaie de nous montrer cette espèce d'idée de manque de passion, presque d'objectivité, et ça se voit d'ailleurs, entre autres, par la façon dont il construit les choses, c'est-à-dire il y a une espèce de cadre pour chaque système politique, et il utilise le même cadre, même titre de chapitre, même à quelques mots près, en passant d'un endroit à l'autre. C'est comme s'il a une espèce de boîte à outils et qu'il peut déployer un peu partout où il voyage. Alors donc, en commençant avec les Ottomans, là vous aviez le Saray, c'est-à-dire à Istanbul, le palais, le Topkapı. Et alors, je vous livre juste rapidement quelques-uns de ces réflexions donc, sur les Ottomans. Il a un chapitre donc, qui s'appelle « De la religion aux créances des Ottomans ». Turc ou turcoman signifie paysan, pasteur ou homme de la campagne, et est un injure à un Ottoman, Kezelbash ou Ouzbek, lesquels s'appellent musulmans. Pas musulmans, mais musulmans, ou vrais croyants. Ils distinguent leur nation par les chefs qui les ont commandés. Les Ottomans se nomment Osman le d'Osman, ce grand capitaine appelé Ottoman en français par corruption. Donc il continue un peu de ce genre. Il nous raconte des choses sur le fait que les Ottomans croient en un seul Dieu qui n'a et ne peut pas avoir d'égal ni de compagnon, auquel obéissance est due éternellement, être infini, miséricordieux à ceux
qui font miséricorde, créateur des démons, du ciel et de la terre, et tout ce qui est contenu, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est tout de suite, on voit qu'il ne traite pas l'islam sunnite dont il est en train de parler, en utilisant des adjectifs négatifs, etc. Il a plutôt tendance, tout d'abord, de démontrer qu'il a une certaine connaissance du Coran. On ne sait pas par quel biais, s'il avait lu une traduction partielle, ou est-ce qu'il avait une vraie connaissance directement d'un peu d'arabe. Mais en tout cas, il nous livre ses réflexions. Il nous livre aussi des réflexions sur les choses qui existent en commun entre les musulmans, les chrétiens et les juifs. Donc, il insiste pas mal sur ces aspects-là. Par la suite, il passe donc à quelque chose qu'il appelle le gouvernement des Ottomans. Donc, c'est plus ou moins des formules qu'il va utiliser, c'est-à-dire à chaque fois, c'est en passant par la religion, puis le gouvernement et ainsi de suite. Donc là, il nous dit que, par exemple, pour les Ottomans, en chaque ville, de conséquence, il y a un chef absolu qui s'appelle Pacha, etc. Il nous dit que, bien sûr, que les Ottomans sont très durs. À la moindre faute des Pachas, l'on leur envoyait un ou deux courriers de Constantinople, lesquels les viennent déclarer Mansour, etc., et qu'ils ont tendance d'étrangler les gens pour la moindre faute. Donc, il nous donne quand même cette idée qui va dans le même sens qu'une espèce de despotisme où le roi ottoman est extrêmement dur envers les siens. Il parle de massacre de quantité de pachas qui arrivent assez souvent dans l'Empire. Mais en gros, en fait, moi je dirais que ce n'est pas du tout une vision des Ottomans qui va, par exemple, dans le même sens que les Vénitiens, qui on a beaucoup discuté, la relation des baillis vénitiens, par exemple. Il est beaucoup, je dirais, plus soucieux aussi de faire relever les aspects positifs des Ottomans, et il nous donne beaucoup de détails, par exemple les titres, les ordres des emplois, les positions. Donc il y a vraiment une description, une tentative de décrire l'administration. Et c'est à peu près la même chose quand il passe par la suite à l'Iran, où il décrit également, par exemple, il y a un chapitre qui s'appelle « Gouvernement de Perse », où il nous fait une description sur l'Iran, qui est d'ailleurs beaucoup plus positive qu'un certain nombre d'autres voyageurs. Par exemple, en nous disant que les chrétiens, les juifs, les hindous, les parsis, etc., sont tolérés dans ce royaume. Donc, plutôt qu'insister sur l'aspect intolérant des chiites duodécimains, qui est le cas d'un certain nombre d'autres voyageurs, il a tendance, encore une fois, d'insister sur cet autre aspect-là. Il nous donne encore une fois un chapitre sur la religion des Persans, là où il nous décrit assez rapidement la différence entre sunnites et chiites. Il nous explique aussi un peu comment les Safavides n'étaient pas exactement des chiites très orthodoxes au départ, mais ils le sont devenus avec le passage du temps. Et finalement, il arrive donc à la question de Grand Moghol, qu'il traite avec beaucoup de détails, et c'est d'autant plus surprenant comme on sait qu'il n'a jamais laissé les régions côtières. Donc, manifestement, il a ramassé des informations à Surat. Donc, à partir de Surat, il a énormément de données qu'il ramasse sur le système politique, sur les systèmes religieux. Je vais revenir un peu sur cette question. Mais aussi il y a des éléments un peu fantaisistes de temps à autre, par exemple, sur la vie sexuelle des femmes et des hommes en Inde. Hein. Là, vous aviez ça, et bien sûr, vous aviez ça. Sur les femmes indiennes, l'illustration a été manifestement inventée par celui qui a fait les gravures. Mais en tout cas, vous aviez ici, presque chez Rabelais, tendance de laisser entendre qu'il a eu des rapports avec pas mal de femmes indiennes. Par exemple sur la façon de se nettoyer, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant ça, et je vais juste passer un peu de temps avec, il y a un chapitre qui s'appelle, et ça c'est un chapitre assez curieux, il faut le dire, rapport du turc, persan et arabe à l'espagnol, français et italien.
Alors, où il nous dit que c'est peu de savoir les coutumes naturelles des peuples, il les faut comparer pour en connaître les différences et les rapports qui s'y rencontrent. Je trouve que les Ottomans ont beaucoup de sympathie avec les Espagnols, les Persans avec les Français et les Italiens avec les Arabes. Donc il a déjà un cadre comparatiste assez compliqué. Pour preuve de mon dire, l'on peut observer de quelle façon les Turcs maltraitent les Arabes, Égyptiens et Kurdes, qui sont sunnis et musulmans, et tournent la médaille et considèrent sans passion le mépris que les Espagnols ont pour les néapolitains et flamands. Le sultan, voulant faire la guerre, se jette à l'improviste et s'approprie toutes sortes de conquêtes par bienséance. Si les Espagnols ne pratiquent ces maximes, il observe celle de ne rien rendre. Les Ottomans n'apprennent point les langues étrangères, et si quelques-uns d'entre eux savent l'arabe vulgaire ou le grec, ils s'en moquent. Ils les appellent bâtards ou demi-ottomans. Les Espagnols ont cette vanité, que toutes les nations devraient parler leur langue, et ils appellent mestizos leurs vassaux qui ne parlent pas naturellement espagnol. Dans le gouvernement ottoman, l'on ne pardonne aucune faute à ceux qui commandent, et l'on étrangle, et l'on coupe souvent la tête au chef par maxime d'État. C'est la politique espagnole aussi. Les Turcs ne veulent aucun étranger pour leurs généraux. Ils les méprisent si fort dans les Arabes, Kurdes et les autres peuples vassaux du sultan, ils les appellent leurs sujets, si bien que le dernier des Ottomans s'estime plus que le premier des Arabes et des Égyptiens. Donc, il a en fait cette façon de comparer, non à l'intérieur, si vous voulez, de ces peuples orientaux, mais justement déplacer un peu le regard en revenant justement vers les Européens. Donc, de la même façon, je vous livre les quelques réflexions sur les Persans. Les Persans tiennent plus du naturel des Français. Donnent liberté de conscience, permettent de parler et discuter de la religion naturelle et aux étrangers, confessent de bonne foi la perte d'une bataille ou d'une ville, mais les Ottomans allèguent toujours quelques trahisons qu'on a été la cause. Font meilleurs cavaliers que piétons, allègres, curieux et jaloux d'être crus les plus braves d'Asie, superbes en habits, ceinture, turban et armes, courtois et civils, mais plus aux étrangers qu'à ceux de leur pays. Les nations étrangères ont toujours été repoussées lorsqu'elles ont voulu envahir la Perse. Il y avait un génie particulier qui se porte protecteur de cette ancienne monarchie. Donc, ça devrait flatter un certain nombre de nos amis iraniens, parce qu'eux aussi, ils ont souvent cru, au moins au 19e et 20e siècle, il y avait une espèce d'affinité naturelle entre Iraniens et Français. Et en tout cas, là, vous aviez quelqu'un qui, déjà au XVIIe siècle, est en train de faire cette comparaison, et finalement, pour arriver à l'arabe. L'arabe tient le milieu entre l'ottoman et le persan, comme l'italien n'est pas si jovial que le français, mais plus que l'espagnol. Ni si grave que l'espagnol, mais plus que le français. L'arabe est dissimulé, a droit à cacher ses desseins, disant une chose et pensant l'autre. Ambitieux pour régner, chaque arabe croyant être né pour être roi. D'où est venue la perte de cette nation, laquelle s'étant divisée en moi, de force pour résister aux Turcs, qu'il a en partie subjugués, etc. Donc, comme les Italiens sont aussi divisés en plusieurs villes et plusieurs petits États, les Arabes sont divisés de la même façon. Donc, il y a une espèce de tendance, moi je dirais, de faire des comparaisons par structure, pas par, disons, voie binaire, mais en utilisant des schémas qui sont un peu plus compliqués. Alors, revenons donc à ces réflexions sur l'Inde. Et là, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que, heureusement, dans les derniers temps, on a trouvé le manuscrit que le Guzla Boulet avait laissé à l'attention du cardinal Capponi à Rome. Donc, vous vous rappelez que dans le dédicace qu'il fait au cardinal, il dit qu'il avait donc laissé un exemplaire. La relation de mes voyages, on la copie que j'ai laissée à Rome et ça a été trouvé. Et là, du coup, on a quelques avantages. On va, premièrement, comment, en fait, lui, il fabrique le texte. C'est-à-dire, là, c'est écrit, c'est un manuscrit autographe. Donc, on peut voir en quelle mesure il y a ou il n'y a pas d'intervention d'un amanuensis. Il y a donc cette possibilité.
Mais ce qui est aussi et surtout intéressant, c'est qu'on voit en fait comment elle avait construit le texte, et surtout le texte aussi par rapport aux illustrations, aux dessins. Alors là, vous aviez le frontispice qui est le Guz de la Boulaye lui-même devant le cardinal. Mais ce qui est assez frappant, c'est que si on commence à regarder le texte, par exemple, là, vous aviez la version imprimée où il dit « cavalier hindou dont les oreilles sont percées », etc. Et vous avez quand même la possibilité de voir comment, à partir de quel dessin ça a été fait. Donc là, vous aviez le manuscrit, et si vous regardez ce manuscrit, vous vous rendez compte très vite que ces dessins n'ont pas été faits par le Guz de la Boulaye. Ils ont été faits par des artistes indiens. Par le style, ça se voit, et ça se voit aussi parce que, comme on verra, il y a des similitudes entre ces dessins et un certain nombre d'autres dessins. Alors, il s'avère qu'on peut aussi voir parfois la confusion, parce qu'on se rend compte qu'il a probablement perdu le contrôle du processus de l'imprimerie, parce que les dessins dans le manuscrit sont censés illustrer quelque chose, parfois dans l'imprimé sont utilisés pour illustrer quelque chose de complètement différent. Donc, par exemple, là où on a quelqu'un qui est monté sur un éléphant, où on dit que c'est quelqu'un qui travaille pour le roi moghol, dans la version imprimée, ça devient un zoroastrien. Pourquoi un zoroastrien serait sur un éléphant, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a cette espèce de possibilité de malentendu. Alors, juste pour vous livrer cette petite comparaison, là, vous voyez, c'est un texte assez célèbre du milieu du XVIe siècle qui a été créé probablement sous commande soit des jésuites, soit des portugais. Et ça, c'est, si vous regardez un peu le schéma, la façon de présenter les cavaliers sur une base qui est faite avec ces plantes, etc., vous voyez qu'il y a plus ou moins le même genre de cadre. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que vous aviez aussi, alors là, la version imprimée, et là, c'est le dessin fait à la main de le Guz de la Boulaye, et vous voyez que ce n'est pas un grand dessinateur. Mais en tout cas, ce qu'on a, c'est vraiment un texte écrit par lui, écrit à sa main, composé par lui, et ce qui nous donne donc une idée de comment, en fait, lui-même était capable de concevoir ces textes, et en fait, en quelque sorte, il n'y a pas cette espèce de deuxième intervention. Alors, un des aspects les plus intéressants du texte de Guz de la Boulaye, c'est que c'est le premier à décrire ou à essayer de décrire un certain nombre de choses sur la vie religieuse en Inde. Bien sûr, il a des chapitres, comme il a toujours, de la politique et gouvernement du Grand Moghol, où il dit, par exemple, que le Grand Moghol, en fait, c'est une espèce de gouvernement doux. Et il n'y a pas même s'il est musulman de la secte des sunnis, il dit par exemple, ses vassaux sont de plusieurs religions, chrétiens, juifs, musulmans, parsis et hindous. Ils ne changer de religion et créance s'ils ne se font de salva, etc., mais peuvent vivre et mourir avec toute liberté dans la religion dans laquelle ils sont nés. Ils parviennent indifféremment aux premières charges de l'État. Alors, mais ce qui est surtout intéressant, c'est donc qu'il a une série de ces histoires accompagnées par les illustrations, parce que non seulement, par exemple, il raconte en version abrégée l'intrigue de Ramayana, l'histoire de Rama et de Sita, etc. Il nous raconte, par exemple, des épisodes de la vie de celui qu'il appelle Kan, c'est donc Kanha, ou il l'appelle Koshetna, c'est Krishna. Donc, il nous livre de ces matériaux, mais aussi des choses qui sont beaucoup moins connues. Par exemple, ici, vous aviez le cas de quelqu'un qu'il appelle Servan, qui est en fait un personnage mineur dans le Ramayana qui s'appelle Shravan Kumar, qui dans le Ramayana a un rôle assez compliqué, c'est-à-dire il est tué par le père de Rama par accident, et donc en fait c'est ça qui déclenche un peu les problèmes que le père de Rama va avoir avec ses propres fils, parce qu'ayant tué
un fils qui était assez dévoué à ses parents aveugles. Il est obligé de payer ça dans son propre karma, etc. Mais il nous raconte un peu tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que là encore, ça c'est la version imprimée et ça c'est le manuscrit qu'on trouve à Rome. Alors ce que ça veut dire, c'est qu'en effet, il avait fait dessiner tout cela en Inde et stylistiquement, ça ressemble pas mal à un certain nombre de choses qu'on trouve surtout en Inde occidentale, mais aussi en Inde du Nord, qui sont des images peintes sur textile. Donc, on a l'impression qu'il avait embauché des gens et souvent, donc, en regardant, on peut comprendre qu'il a fait faire les illustrations avant et il a écrit le texte autour des illustrations. Ça se voit aussi, parce que parfois, le texte s'adapte. Donc là, par exemple, vous aviez... Et c'est vrai que c'est manifeste qu'il y a une espèce d'appauvrissement en passant à la version aux gravures sur bois. Donc, on a ça. Et ça, c'est toujours des histoires autour de Krishna. Là, c'est où il enlève les vêtements aux gopis. Là, c'est l'histoire du serpent qu'il va maîtriser. Il va se marier donc avec la femme serpente. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que le Goose de la Boulette, tout en ne pas, manifestement, il ne connaissait aucune langue indienne, mais il est arrivé, il est parvenu à avoir ces textes. Alors, comment est-ce qu'il a fait ça? Et là, c'est assez intéressant parce qu'il s'avère qu'il a toujours cette capacité d'utiliser et de manipuler les réseaux de l'Église. Il a plusieurs réseaux dans l'Église. On sait qu'il est très proche d'un certain père Zénon, qui est un capucin. Et il a même pas mal voyagé avec lui à un moment donné en Inde occidentale. Ça, c'est un type de réseau. Mais en fait, en creusant plus loin, et surtout vers son deuxième voyage, on se rend compte qu'il est très proche parent de quelqu'un qui est très important. D'ailleurs, à l'époque, c'est un certain Monseigneur Palu, qui est un des fondateurs des missions étrangères. Donc, qui aurait été probablement son cousin. Et donc, il va aussi puiser dans ce réseau. Et on sait que pour avoir ces informations, par exemple, sur les croyances des hindous, etc., passer par les missionnaires, c'était la meilleure façon de faire. Parce que les missionnaires avaient quand même déjà ramassé des informations. Et c'était plutôt une question pour lui de pouvoir revenir sur ces informations qu'il avait déjà. On peut en fait faire une espèce de tour d'horizon, si vous voulez, mais aujourd'hui, comme le temps manque, je vous indique tout simplement qu'il a aussi des choses sur les questions de botanique, pas beaucoup, mais un certain nombre. Malheureusement, là, il a utilisé ses propres mains pour dessiner. Donc ça, c'est l'arbre, ce qu'on appelle l'arbre de Banyan ou l'arbre de Casta. Il a aussi d'autres petits textes. Par exemple, ça, c'est un résumé de l'histoire de Layli et Majnun, qui vient donc de la tradition persane. Majnun qu'il appelle donc Mégilan et Layli. Donc, il ramasse en fait toutes sortes de choses. Ça, c'est à son voyage de retour. Et là, vous avez le parsi sur l'éléphant, qui n'est pas très logique. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en revenant vers l'Égypte, il a aussi quelques réflexions sur les pyramides qu'il a visitées, sur l'écriture des Égyptiens. Oui, là, vous voyez qu'il y a le Sphinx, la pyramide. Malheureusement toujours fait à sa main à lui, tentative de copier quelques hiéroglyphes. Donc il y a aussi cet aspect, donc, si vous voulez, d'antiquisant. Mais ce qui est surtout aussi important, et il faut garder ça en tête, c'est le fait qu'il n'a jamais abandonné l'idée que si on allait vers l'Occident, il fallait faire à peu près la même chose. C'est-à-dire, alors, la façon dont le texte marche, c'est qu'il fait ce premier voyage, en passant par l'Empire ottoman safavide et moghol, il revient par l'Égypte, il passe par l'Italie et il rentre à Genève. Et là, il nous dit qu'à Genève, il a rencontré quelqu'un qui a été avec lui soldat en Angleterre. Et en parlant avec lui, il a décidé qu'il fallait aussi, à la fin de son texte, rajouter ses premiers voyages. Donc, c'est à l'occasion de parler avec ce camarade
qui a été soldat avec lui en 1643-44, qu'il raconte ses voyages en Angleterre et en Irlande, et dans lequel il prend le temps de faire un chapitre sur le gouvernement des Anglais. Ce peuple croit exceller au-dessus de tous les étrangers dans les sciences, arts et politiques, et désire la guerre avec tout le monde. Ça, c'est les Anglais. Pourvu qu'il ait la paix dans son pays. Dit que les troubles de cette île ont été malheureusement causés par le conseil secret de France et d'Hollande, et intelligence de feu monsieur le cardinal de Richelieu. Donc, vous voyez qu'il est très remonté contre les Anglais. Il nous parle un peu de ses connaissances des Anglais, aussi sur la religion des Anglais. La religion d'Angleterre est extrêmement changée. Il y reste peu de véritables protestants anglicans, lesquels avaient des évêques et des cérémonies dans l'Église, comme des habits sacerdotaux et des orgues avec de la musique, etc. Ils font tous à présent indifférents aux puritains. Et d'ailleurs, en passant par la suite dans ses voyages en Irlande, il y a là aussi beaucoup de détails sur la brutalité des Anglais envers les Irlandais. Et il est très favorablement disposé envers les Irlandais. Mais d'ailleurs, il y a aussi des aspects très curieux dans la façon dont il raconte la vie en Irlande, car il pense que les catholiques en Irlande ont le désavantage qu'ils sont trop influencés par les catholiques qui ont été formés en Espagne. Donc il y a par exemple un moment quand il a un débat avec un certain nombre de dominicains irlandais qui ont été formés dans les monastères en Espagne, qui revient et donc, selon lui, n'ont pas de bons catholiques, n'ont pas une bonne théologie, et ainsi de suite. Donc là, vous voyez encore que la division catholique-protestant existe, mais ce n'est pas forcément la chose qui va tout déterminer dans l'affaire. Alors, la semaine prochaine, je vais passer à un deuxième moment, c'est-à-dire quand il va revenir en Inde. Et l'avantage de refaire ça, c'est que là, on va ressortir les problèmes donc, entre différents types de citoyens du monde. Donc, il y a lui qui arrive comme envoyé de Colbert, accompagné par d'autres gentilshommes, M. de Lalaing, M. Bébert, etc. Mais il y a déjà sur place d'autres Français. Alors là, et d'autres Français, eux aussi habillés dans le style persan. Ça, c'est donc Jean-Baptiste Tavernier, lui marchand et joaillier huguenot, pas du tout gentilhomme, et très remonté d'ailleurs contre les prétentions des gens comme le Guz de la Boulaye. Et donc là, je vais tâcher de montrer comment enfin le problème du commerce extérieur des Français et surtout de la création de la Compagnie des Indes butait contre cette tension qu'il y avait entre les Français plutôt de genre de la Boulaye et les Français plutôt de genre et d'ailleurs Bernier qui était un peu entre les deux, mais disons entre les marchands et leurs ambitions, leur vision du monde, et de l'autre côté, la vision du monde de quelqu'un comme le Guz de la Boulaye. D'ailleurs, je vous livre juste le petit moment quand le Guz de la Boulaye arrive à Isfahan dans son deuxième voyage. Il est là donc en 1665, et ça c'est la version de Tavernier. Tavernier qui est très mauvaise langue, il faut le dire. Il dit que dans la présentation, il y eut une méprise que fâcha fort la Boulaye, qu'il était difficile d'éviter, car les officiers ayant cru que Lalaing et Mariage, qui se trouvent près du père Raphaël Dumont, étaient les deux gentilshommes, les placèrent à main gauche, qui est la plus honorable parmi les persans, et d'autres conduisirent à la droite la Boulaye, Bébert et Dupont, les faisant asseoir vis-à-vis des autres deux places plus bas. La Boulaye, voyant qu'on s'était mépris, dit assez haut en turquesque, « Men begzadeh » je suis gentilhomme. Je suis gentilhomme. Mais la chose étant faite et le roi étant présent, les officiers firent semblant de ne pas entendre la Boulaye. Alors, donc là, c'est la version
de Tavernier où donc le gentilhomme, le citoyen du monde, revient à la Perse, mais il n'est même pas capable de se faire asseoir où il faut. Merci.